durable. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen werden in 2015 door de Verenigde Naties opgesteld en worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De vraag is België goed op weg om die doelstellingen te bereiken? En het antwoord daarop komt hopelijk aan bod in dit webinar, maar vinden jullie ook terug in de publicatie van het Federaal Planbureau van februari van het rapport met de titel Indicatoren van duurzame ontwikkeling. Eigenlijk is dit de nieuwe en de uitgebreidere versie van het rapport dat verscheen tussen 2016 en 2021 over de aanvullende indicatoren naast het BBP. Het is dus de bedoeling om naast het BBP, die enkel de economische activiteit meet, een reeks factoren te meten die belangrijk zijn voor de levenskwaliteit van de Belgen, zoals gezondheid, het milieu of het leven in de samenleving. We stellen niet enkel de indicatoren voor, maar we kijken ook of ze de gewenste richting uitgaan naar de doelstellingen die door de Verenigde Naties werden bepaald. En in het rapport vinden jullie ook een aantal composiete indicatoren om het welzijn te meten, maar die komen vandaag niet aan bod en daarvoor nodig ik jullie dus uit het rapport op onze website te raadplegen. Au mois d'avril, l'OCDE a publié un rapport intitulé « Mesurer la distance à parcourir pour atteindre les cibles des ODD ». Le rapport propose une évaluation détaillée des résultats obtenus par les pays membres de l'OCDE par rapport aux objectifs et aux cibles de l'agenda 2030. Pour l'ensemble des cibles pour lesquelles des données existent, ce rapport évalue la distance que les pays de l'OCDE ont à parcourir afin d'atteindre les objectifs de développement durable. En plus, il approfondit l'analyse en mettant en évidence les tendances de fond ainsi que l'impact potentiel de la pandémie de COVID-19. En faisant le point sur les forces et les faiblesses des pays par rapport aux différentes ODD, ce rapport vise à aider les pays membres à avancer au mieux vers la réalisation de ces objectifs et à identifier leurs propres priorités d'action. Dus zowel het rapport van het Federaal Planbureau als dat van de OESO beogen hetzelfde doel, namelijk het meten van de vooruitgang naar de SDG's op basis van een indicatorenset. En dit webinar presenteert die evaluatiemethoden uit die rapporten en vergelijkt ook de resultaten voor België. Ze zullen respectievelijk voorgesteld worden door Jean-Maurice Frère. Hij werkt sinds 1998 als expert op het Federaal Planbureau binnen de Taskforce Duurzame Ontwikkeling. Hij werkt mee aan de rapportering over de indicatoren van duurzame ontwikkeling, maar ook aan de federale rapporten in zaken duurzame ontwikkeling, waarbij hij zich vooral toespitst op armoede en sociale insluiting. En daarnaast houdt hij zich bezig met de ecologische en sociaal-economische gevolgen van de koolstoftransitie en de monitoring van geestelijke gezondheidsproblemen en energiearmoede. Nous souhaitons également la bienvenue à Monsieur Guillaume Cohen. Guillaume Cohen est statisticien et analyste politique au Centre de l'OCDE pour le bien-être, l'inclusion, la soutenabilité et l'égalité des chances à Paris, ou le WISE en anglais. Ses travaux actuels portent principalement sur la mesure et le suivi des objectifs de développement durable et plus généralement sur différents aspects de l'agenda 2030. Au cours des dernières années, ses travaux se sont concentrés sur le bien-être et les mesures alternatives de croissance. En particulier, il a travaillé sur la distribution des revenus et les mesures de pauvreté, les liens entre culture et développement ou les indicateurs de bien-être, principalement à l'OCDE et à l'UNESCO. En tot slot zal Patricia Delbare, coördinatrice van de equipe duurzame ontwikkeling bij het Federaal Planbureau, op het einde de vragen dispatchen naar de sprekers. Om af te sluiten nog een praktische mededeling. Dit webinar wordt opgenomen, zoals reeds aangekondigd in de mail. De beheerder van het webinar, met andere woorden onze IT-collega, zal dus de microfoons en camera's afsluiten. Mocht dit niet lukken, vragen wij om dat zelf te doen. En vragen zijn uiteraard welkom, maar enkel in de chat op het einde van het webinar zullen de sprekers de vragen proberen te beantwoorden. Ce webinaire est enregistré.
Notre collègue de l'informatique coupera le microphone et les caméras. Si cela n'est pas possible, nous vous demandons de le faire vous-même. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et à la fin du webinaire, les intervenants vous fourniront des réponses. Ik laat nu heel graag het woord aan Jean-Maurice Frère en daarna aan Guillaume Cohen. Dank u wel. Goedemorgen iedereen. Ik ga u vandaag de evaluatie van de voortgang in de richting van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van België toelichten, zoals opgesteld door het Federaal Planbureau in het kader van het bilan. Mijn presentatie is opgedeeld in 5 onderdelen. Ik ga eerst in de inleiding de evaluatieuitdaging proberen toe te lichten. Vervolgens ga ik de indicatoren uitleggen, eveneens de targets die we gebruikt hebben om dit bilan op te stellen. In het derde punt zal ik de evaluatiemethode van dit bilan toelichten, namelijk hoe evalueren we de voortgang in de richting van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Het vierde punt zal de resultaten van de balans toelichten en ik zal afronden met een conclusie. Ik zal met het eerste punt nu beginnen. De inleiding. En eigenlijk is de kernvraag die we ons hier hebben gesteld, is België op weg om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030 te realiseren? Om die vraag te beantwoorden hebben we een bepaalde methode ontwikkeld. En die methode die wordt gepresenteerd in wat wij noemen een balans. En die balans die is gebaseerd op de werkzaamheden van het Planbureau, meer bepaald de Taskforce Duurzame Ontwikkeling, in het kader van de federale rapporten in zaken duurzame ontwikkeling. En ook sinds 2015 in het kader van de jaarlijkse rapporten in zaken aanvullende indicatoren naast het BBP, in de laatste versie genoemd indicatoren van duurzame ontwikkeling. U ziet hier op het scherm eigenlijk de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Voor u neem ik aan wel gekend. Ze zijn in 2015 goedgekeurd en geven eigenlijk de globale richting aan waar eigenlijk alle landen van de wereld naartoe willen gaan tegen 2030. Uiteraard zijn die 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ook het vertrekpunt van onze werkzaamheden. Om de vraag te beantwoorden of België op weg is om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren, hebben we dus een balans opgesteld. Wat is die balans concreet? Wel, die balans is heel concreet. Eigenlijk zijn 2 pagina's waarbij je eigenlijk op een gestructureerde manier voor de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen een evaluatie krijgt van de voortgang van België. In het laatste rapport voor indicatoren van duurzame ontwikkeling worden die vermeld op pagina 19 en 20. Die tabel vermeldt per SDG 3 indicatoren. Het geeft aan of die indicator te maken heeft met sociale, leefmilieu, economische of beleidsaspecten van duurzame ontwikkeling. Vervolgens wordt er verduidelijkt of de indicator in een bepaalde richting moet gaan, bijvoorbeeld stijgen of dalen om de doelstelling te bereiken. Of dat er een bepaalde kwantitatieve doelstelling is bepaald voor 2030. En tenslotte geven verkeerslichtsymbolen aan wat de evaluatie uiteindelijk is voor die desbetreffende indicator. De balans is opgesteld op basis van indicatoren en doelstellingen. Ik ga nu proberen uit te leggen waar we onze indicatoren hebben gehaald. Het vertrekpunt van de oefening is eigenlijk de 231 indicatoren goedgekeurd door de internationale gemeenschap in het kader van het globaal framework van indicatoren voor duurzame ontwikkeling. Die 231 indicatoren daarvoor wordt aanbevolen dat die zoveel mogelijk zouden worden opgesplitst in relevante categorieën, overeenkomstig de principes van de officiële statistische instellingen. Eveneens is voorzien dat die indicatoren aangevuld kunnen worden door indicatoren ontwikkeld door lidstaten en die dan eigenlijk meer specifiek de nationale situatie kunnen weerspiegelen. In België is die opdracht waargenomen door het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, meer bepaald de werkgroep Indicatoren
voor de doelstellingen van duurzame ontwikkeling. Dit is dus het vertrekpunt voor het bepalen van de indicatoren van de balans. De targets die zijn eigenlijk afgeleid van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Als je gaat kijken, kun je in totaal 169 targets oplijsten die op mondiaal niveau zijn overeengekomen. En die 169 targets hebben bepaalde kenmerken. Sommige zijn geformuleerd als een kwantitatieve doelstelling te bereiken tegen een bepaald jaar. Voor andere is enkel een richting aangegeven. En voor een aantal, die zijn eigenlijk algemener geformuleerd en gaan in op de middelen die besteed kunnen worden, of wat er gedaan moet worden. En dan krijg je formuleringen als dat bepaalde acties aangemoedigd moeten worden, of dat men een bepaald beleid moet ontwikkelen. In de balans voor België vertrekken we uiteraard van die 169 mondiale doelstellingen. En waar mogelijk zijn de Belgische doelstellingen die gebruikt zijn in die balans daarop gebaseerd. Of zijn ze ook gebaseerd op meer specifieke bronnen. En dat kunnen zijn internationale verdragen, mondiaal, specifieke verdragen op het niveau van de Europese Unie of Belgische engagementen. Zo, u hebt nu eigenlijk het kader van de indicatoren en de doelstellingen, de targets. Ik ga nu meer in detail proberen uit te leggen hoe we van de 231 indicatoren op mondiaal vlak naar de 51 indicatoren van de balans zijn gekomen. Het vertrekpunt is, zoals ik reeds zei, de 231 indicatoren van duurzame ontwikkeling. Van die 231 indicatoren zijn er 43 duurzame ontwikkelingsindicatoren, hier afgekort met het acroniem SDG-I, gebruikt. En die kunnen we berekenen op basis van Belgische gepubliceerde data. Die zijn dus voorhanden. Die 43 indicatoren kunnen worden geraadpleegd op de site indicators.be, beheerd door het Federaal Planbureau. Naast die 43 indicatoren, die dus afgeleid zijn van de mondiale lijst, zijn er 39 indicatoren gebaseerd op specifieke bronnen voor België, waarvan het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, meer bepaald de desbetreffende werkgroep, vond dat dit wel degelijk iets zegt over de situatie van België in verband met een bepaalde target of een bepaalde SDG. Zo zijn er dus 39 en samen zijn er dus 82 indicatoren gedefinieerd door het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, die eigenlijk een beschrijving geven van België op het gebied van duurzame ontwikkeling. Van die 82 indicatoren zijn er uiteindelijk 51 geselecteerd om deel uit te maken van de balans. 27 indicatoren zijn effectief gebaseerd op gepubliceerde Belgische gegevens die direct gekoppeld kunnen worden aan de indicatoren van het globale mondiale kader. En 24 indicatoren van de balans die zijn gebaseerd op specifieke bronnen voor België. De overige 188 indicatoren van de mondiale lijst, die ziet u hier. 34 indicatoren van de mondiale lijst, die zouden berekend kunnen worden. En daarvoor zijn bronnen beschikbaar in België. Het Interfederaal Instituut voor de Statistiek zou die dus verder kunnen berekenen. 31 indicatoren, daarvan zijn er wel bronnen beschikbaar voor België, maar dan op internationaal niveau. Daarvan koos het Interfederaal Instituut voor de Statistiek dat die bronnen verder onderzocht moeten worden om effectief gebruikt kunnen worden in een nationale monitoring voor de SDG's. En voor 30 indicatoren van de mondiale lijst is meer onderzoek wenselijk om data te vinden, data op te stellen en op basis van een coherente en vergelijkbare methodologie.
Ten slotte zijn er een aantal indicatoren van de mondiale lijst die eigenlijk niet onmiddellijk bruikbaar zijn voor België. 35 indicatoren hebben te maken met de monitoring van beleid. Bijvoorbeeld het aandeel ontwikkelingslanden die een zetel hebben in bepaalde internationale organisaties. En 8 indicatoren die zijn eigenlijk niet pertinent voor België. Bijvoorbeeld een indicator specifiek over bergen en gebergten. Voor beide indicatoren, de 35 over beleid en de 8 die eigenlijk niet pertinent zijn voor België, daar kunnen we eigenlijk op dit ogenblik niet echt iets mee doen voor de monitoring van de nationale situatie van België in de richting van de SDG's. Al deze informatie over die 82 indicatoren van het IIS, die kan worden geraadpleegd op de site indicators.be. U ziet hier op de rechterhelft van de slide een snapshot van een bepaalde indicator. In dit geval het risico op armoede of sociale uitsluiting. En elke indicator wordt er gepresenteerd op een gestructureerde manier. De definitie wordt verduidelijkt, de doelstelling wordt aangehaald, de evolutie beschreven, internationaal vergeleken. En waar mogelijk worden zoveel mogelijk ventilaties gepresenteerd van de indicator. Eveneens aan welke VN-indicator deze indicator wordt gekoppeld. De tab met de gegevens laat toe om de evolutie grafisch te zien, eveneens in tabellen. En alle informatie kan worden gedownload. En tot slot, uiteraard, ziet u de verkeerslichtsymbolen die de evaluatie van de indicator in de richting van de duurzame ontwikkelingsdoelstelling aangeeft. Ik heb u nu eigenlijk gebracht toe te lichten welke de gegevens zijn die we gebruiken, de indicatoren, en waar we op baseren om de doelstellingen te bepalen, het doelbereik te bepalen van die indicatoren. Een derde punt ga ik u proberen uit te leggen welke de methode is die we gevolgd hebben om het doelbereik van de indicatoren te bepalen. Deze grafiek is eigenlijk het uitgangspunt van het probleem dat zich stelt. Beeld u deze grafiek in, puur theoretisch, waarbij een bepaalde indicator gedurende de eerste 12-tal jaar een lichte stijging kent, dan vanaf 2012 een forsere stijging, om dan te plafonneren tot 2020. We bevinden ons dit jaar in 2022 en de lichtgele zone geeft eigenlijk de toekomst weer, die we nu nog niet kennen. We zijn dus geconfronteerd op dit ogenblik in een situatie van onzekerheid. We weten niet in welke richting dat de indicator zal evolueren. Zal die verder stijgen? Zijn daar argumenten voor? Je zou kunnen zeggen dat de indicator globaal genomen stijgt, dus misschien wijst dat op een verdere stijging. Of is er eerder een plafonnering, zoals de laatste jaren wordt vastgesteld? Of duidt die plafonnering van de laatste jaren juist een dalende tendens aan? We weten het niet. Om rekening te houden met die onzekerheden hebben we dus een methode nodig die transparant is. En die ga ik u onmiddellijk gaan uitleggen. Die methode geeft aan of de indicator in de gewenste richting gaat. En als bijvoorbeeld een kwantitatieve doelstelling op het niveau 90 is bepaald, dan gaat die methode dus kunnen toelaten of de vastgestelde evolutie en de aangenomen evolutie in de toekomst voldoende is om die doelstelling te behalen, of in het andere geval indien een bepaalde richting wenselijk is, bijvoorbeeld stijgen, of de vastgestelde evolutie effectief ook stijgt en in de toekomst dit naar verwachting ook zou kunnen doen. Ik merk op dat deze grafiek een vereenvoudigde voorstelling is van data. In de realiteit kunnen veel grotere fluctuaties mogelijk zijn. De methode van de balans toelichten. We vertrekken uiteraard, dat staat linksboven op de slide, van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Voor elke duurzame ontwikkelingsdoelstelling zijn er 3 indicatoren weerhouden, 51 in totaal. En van die 51 indicatoren hebben we in totaal 26 indicatoren gevonden waarvoor er een kwantitatieve doelstelling beschikbaar is. Dit is dus een bepaalde waarde die die indicator moet hebben
voor het jaar 2030. Voor 25 indicatoren is enkel de gewenste richting gekend. Die kan dus stijgen, dalen of dalen zijn, of op hetzelfde niveau. Waar beschikken wij over? Wij beschikken over observaties om het doelbereiken na te gaan. En die beginnen vanaf het jaar 2000. En het jaar 2000 is gekozen omdat dat eigenlijk evenredig is ten opzichte van 2015. Omdat vanaf 2015, het jaar waarin de SDG's zijn goedgekeurd, er 15 jaar de tijd is om de SDG voor 2030 te behalen. In praktijk beschikken wij over data tot hoogstens het jaar 2000. En we beginnen hoogstens van het jaar, tot het jaar 2020 en we beginnen in het jaar 2000 hoogstens. Goed, van deze 51 indicatoren, daarvoor hebben wij voor 5 indicatoren projecties. Dat zijn berekeningen gebaseerd op een model en bepaalde hypothesen over de toekomstige evolutie van die bepaalde indicator. En voor 5 indicatoren beschikken we over dergelijke projecties. Meer bepaald over projecties van de overheidsschuld, in zaken transport, in zaken energie en in zaken klimaat. Voor 4 indicatoren waarvoor we projecties beschikken, is er een kwantitatieve doelstelling bepaald. En voor 1 is er een gewenste richting bepaald. Op basis van de evolutie van die indicator, zoals becijferd door die projecties, is het dus mogelijk om na te gaan of de kwantitatieve doelstelling bereikt wordt of dat de projectie in de gewenste richting gaat. 22 indicatoren hebben wij een Hodge-Prescott-trend berekend. Dit is eigenlijk een formule die eigenlijk de lange termijn evolutie van de observaties samenvat. En de trend vastgesteld in het laatste jaar is verder doorgetrokken tot 2030, maar afgevlakt elk jaar met 10% om ongewenste extrapolatie te vermijden die extreme waarden zou krijgen. Die extrapolatie van de observaties op basis van de trend berekend met de Hodge-Prescott laat eveneens toe om na te gaan of de kwantitatieve doelstelling tegen 2030 bereikt is. 20 indicatoren is enkel de gewenste richting vastgesteld. En daarvoor is een rangcorrelatiecoëfficiënt van Spearman berekend op basis van de observaties die aangeeft of de vastgestelde stijging of daling statistisch significant is. En in bevestigend geval zal die dus gaan al dan niet gaan in de gewenste richting. Op basis van deze methode is het dus mogelijk voor de 26 indicatoren met een kwantitatieve doelstelling en de 25 indicatoren met enkel een richting een evaluatie op te stellen, hier voorgesteld met de verkeerslichtsymbolen. In totaal blijkt dat voor 17 indicatoren de indicator in de gewenste richting gaat. 21 daarvan is de evaluatie ongunstig en voor 13 onbepaald. Die globale evaluatie kan ook worden uitgesplitst naar de 26 indicatoren met een kwantitatieve doelstelling of een gewenste richting. Nu ga ik u iets meer in detail proberen uit te leggen wat de resultaten zijn van het bilan. Zoals daarnet gezegd zijn er 17 indicatoren die in de gewenste richting gaan. Die kunnen worden uitgesplitst naar de verschillende aspecten van ontwikkeling, sociaal, leefmilieu, economisch of beleidsaspecten. En we stellen uiteindelijk vast dat van de 17 gunstige evaluaties er 11 zich situeren op het gebied van het leefmilieu. En van de 21 ongunstige evaluaties er 12 te vinden zijn op het sociale domein. Voorbeelden van die ongunstige evaluatie is de voortijdige sterfte door chronische aandoeningen, waarvan target 3.4 zegt dat die eigenlijk tegen 2030 zou moeten dalen met 1/3. U ziet hier dat de Hodge-Prescott trendextrapolatie aangeeft
dat die target niet wordt bereikt. En in de onderste de grafiek daaronder is eigenlijk een ander voorbeeld gegeven, namelijk in professionele inactiviteit omwille van familiale verantwoordelijkheden. De gewenste richting is daar dalend, maar de indicator wijst in de omgekeerde richting, vandaar de negatieve evaluatie. Merk op dat voor de eerste indicator over voortijdig sterftegevallen door chronische aandoeningen de indicator wel degelijk daalt. Maar die daling is onvoldoende om de target te bereiken, wat meteen ook aangeeft dat het belangrijk is om ook targets te formuleren. Voorbeelden van een positieve evaluatie die we vonden in het leefmilieudomein is de blootstelling aan fijn stof. Hier is er een doelstelling geformuleerd op internationaal niveau van 10 microgram per kubieke meter. En de trendextrapolatie geeft aan dat die bereikt zou worden. De oppervlakte biologische landbouw, daarvan is de vastgestelde evolutie stijgend, wat eveneens overeenstemt met de gewenste richting. Ik kom nu tot het einde van mijn presentatie, waarbij ik uiteindelijk het antwoord geef op de gestelde vraag. Is België op weg om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van 2030 te realiseren? Op basis van de meest up-to-date informatie waar wij toegang toe hebben, rekening houden met de onzekerheden die zich stellen, beoordelen we op basis van de balans van 2020 dat als de huidige trends zich doorzetten, in 2030 er maar weinig SDG's verwezenlijkt zullen worden. Er zijn dus bijkomende maatregelen nodig om die doelstellingen te bereiken. Vooraleer het woord te geven aan de heer Cohen, wens ik u bedanken voor uw aandacht en eveneens te benadrukken dat deze presentatie het resultaat van teamwork is binnen de Taskforce Duurzame Ontwikkeling en gebaseerd is op werk dat sinds verschillende jaren al bezig is. Monsieur Cohen, je vais arrêter de partager ma présentation et je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Frère. Alors, juste, je vois que je ne peux pas partager mon écran. Je ne suis pas en tant que présentateur disponible. Je ne sais pas si on peut mettre en présentateur. Ouais, là, ça va être difficile. Peut-être, est-ce que votre présentation est disponible chez un de nos collègues? Oui, normalement, je l'ai envoyé. Oui, je vais l'ouvrir un instant. Si tu veux bien le partager, ce serait bien, merci. Oui. Merci. Alors, bonjour à tous. Excusez-moi pour ce petit incident technique. Je n'avais pas fait attention. Donc, bonjour à tous. Je voulais bien sûr remercier le Bureau fédéral du plan pour cette invitation. Il est très important pour nous à l'OCDE de pouvoir avoir des liens assez directs et assez concrets avec les représentants de nos pays membres. Et à ce titre-là, je dois avec la collaboration qu'on a pu avoir avec la Belgique au cours des dernières années a été extrêmement fructueuse. Merci beaucoup, c'est parfait. On a eu de nombreux échanges. La Belgique a été un des tout premiers pays à participer à nos études depuis 2016. En fait, elle faisait partie de la dizaine de pays qui a rejoint notre étude au tout début. Et les interactions qu'on a pu avoir avec le Bureau fédéral du plan ont naturellement influencé nos travaux et nous ont permis de prendre du recul, de réfléchir. Et vous verrez que certaines des méthodes qui ont été développées dans le cadre de vos méthodes, nous les utilisons aussi et voilà, ça a été très très intéressant pour nous. Cette présentation va peut-être être légèrement différente de la précédente, peut-être que les conclusions ne seront pas exactement les mêmes. Je ne pense pas du tout que ça invite à un relativisme de la performance de la Belgique, mais c'est peut-être plutôt qu'on a un contexte qui est un petit peu différent. La première présentation était centrée sur la Belgique, alors que dans le cadre de la présentation que je vais faire, je vais essayer de prendre un petit peu de recul et de voir comment la Belgique se place par rapport à l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc parfois elle fait peut-être bien dans l'absolu, mais si on la compare avec d'autres pays, elle fait peut-être moins bien et vice-versa. Donc voilà, je vais faire un très léger rappel méthodologique. Ensuite, je présenterai peut-être les résultats de l'OCDE dans son ensemble et après, je zoomerai sur la Belgique en particulier. Alors, très très brièvement, donc tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous le trouverez de manière beaucoup plus détaillée dans le rapport là, de Short and Winding Road to 2030.
mesurer la distance aux cibles SDGs. Bon, alors, je ne vous le dis pas en français, ce serait faire injure aux Beatles que de traduire ça par une route longue et sinueuse. L'idée de ce rapport, c'est 3 choses. D'abord, un outil, si vous voulez, pour aider un petit peu, au tout début en tout cas, les pays membres de l'OCDE à avoir une vision internationale sur ces questions. L'agenda 2030 est large, complexe, et on n'était pas trop au début de mutualiser les efforts pour essayer de comprendre un petit peu comment mesurer tout ça. Nous nous appuyons uniquement sur les données des Nations Unies et nous complétons ça avec les données de CDE, ce qui est aussi ce que le Bureau fédéral du plan propose comme approche. Et nous avons plusieurs objectifs. Le premier, ça va être d'identifier les indicateurs. Quels indicateurs utiliser pour suivre l'agenda 2030. Comment un petit peu les pays de l'OCDE se situent? Alors, on a deux types d'évaluations. Là, on va diverger un petit peu de ce qui est fait pour uniquement Belgique. Dans un premier temps, on va regarder où se situe le pays aujourd'hui. Est-il loin ou pas de ses objectifs 2030? Et dans un deuxième temps, on va essayer d'avoir un regard qu'on appelle un peu plus dynamique. C'est-à-dire que, et donc là, on se rapproche de ce qui est fait par ailleurs en Belgique. Est-ce que les pays de l'OCDE se rapprochent, s'éloignent? Quelle est la tendance, si vous voulez, que l'on observe? Et enfin, et c'est peut-être l'avantage d'utiliser le cadre, si vous voulez, officiel, on va voir en creux un petit peu quelles sont les zones d'ombre, les zones qu'on n'est pas encore capable de mesurer. Comme on utilise un cadre officiel, on coche des cases, si vous voulez, à chaque indicateur qu'on est capable de mesurer. Et en creux, on va avoir les cases qu'on n'est pas capable de mesurer, d'essayer d'un petit peu mieux comprendre ce qu'on ne sait pas. Et aussi, où est-ce qu'il faudrait mettre les efforts de la statistique mondiale. Est-ce qu'on pourrait parler au slide suivant, s'il vous plaît? Ah, je peux partager, donc je ne sais pas si vous voulez que je prenne la main ou pas. Oui, en fait, j'ai réussi à vous mettre en présentateur. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire un sharing, c'est comme vous désirez. Bon, C'est peut-être plus facile parce que là, Oui. j'ai pas des doutes sur quand avancer le slide. Il n'y a pas de souci. Hop, alors, tac. Et voilà. Hop. Donc c'est bon pour là, vous voyez correctement mon écran? C'est parfait. Super. Alors en complément de ce rapport principal, on a eu toute une série de travaux que je ne vais pas détailler ici, mais si vous voulez pour zoomer sur des aspects un peu particuliers, quelle est la situation uniquement quand on se concentre sur les jeunes et les enfants, sur les femmes, quelles sont les mesures, les impacts qui dépassent, qui débordent un petit peu des pays, etc. etc. Tout cela est disponible sur notre site internet. Je vous invite à parcourir si vous êtes intéressé par les questions. Très brièvement, on va peut-être quelques considérations méthodologiques. Donc, pour mesurer la distance, ça a été abordé dans la précédente présentation, il y a toujours certains choix à faire. On peut dire qu'il y a 3 principaux choix. Le premier, c'est quels indicateurs utiliser. Donc, il y a un premier choix qui a été fait pour la Belgique, on en a fait un autre, on va le discuter. Ensuite, quels sont les objectifs à atteindre, comment fixer les objectifs, et enfin, comment mesurer. On parle de normaliser quand on utilise un vocabulaire un peu plus statistique, mais comment mesurer, c'est-à-dire comment avoir une unité comparable dans tous ces indicateurs. Donc, pour sélectionner les indicateurs, on a un petit peu changé au cours des dernières années. Dans la dernière étude, celle qui a été publiée cette année, on a pris le parti de ne plus faire de sélection a priori. C'est-à-dire qu'on utilise toutes les données qui sont disponibles et qui correspondent au cadre mondial de mesure des objectifs de développement durable, ce qui fait que pour la Belgique, on a plus de 400 séries de données. Et chaque série de données est attachée à une cible particulière, à un indicateur particulier, ce qui nous permet comme ça d'avoir une espèce de pouvoir zoomer en fait de l'objectif à la cible, à l'indicateur et vraiment à la série de données et d'avoir une compréhension plus fine. Quand je dis toutes les séries de données, en fait, on a quand même fait une petite sélection, mais qui est principalement basée sur la disponibilité. Est-ce qu'on couvre assez de pays pour avoir un résultat un peu comparable entre les pays? Et est-ce qu'on a
Est-ce qu'on a suffisamment de données dans le temps pour mesurer des mesures dynamiques? Est-ce que c'est une mesure qui est plutôt contextuelle ou pas? Il y a une sélection, mais vraiment, vraiment très légère. Ensuite, pour fixer, je m'excuse, je vois que c'est pas tout traduit, pour fixer les cibles, alors là, on a une méthodologie qui est un petit peu différente de ce qui a été fait dans la présentation précédente. On va avoir une approche en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on va regarder vraiment l'agenda 2030, essayer de comprendre dans quelle mesure cet agenda 2030 propose lui-même un objectif. Dans certains cas, on nous parle d'éradiquer la pauvreté. Là, on comprend par l'extrême pauvreté, zéro extrême pauvreté. On va mettre un petit seuil en général qui est simplement statistique à 2 ou 3%, mais vraiment il y a cette idée de plus de pauvreté extrême. Là, l'exemple qui est donné, c'est 0,7% d'aide publique au développement du revenu national brut. Pareil, tous ces chiffres-là sont directement issus de l'agenda 2030. Il n'y a qu'à les lire, entre guillemets, et à les transposer dans notre cas de mesure. Pour certaines cibles, il n'y a pas de tels chiffres, mais il y a certains consensus qui ont commencé à émerger au sein d'instances internationales, qui ont été proposés par certains experts du sujet, et naturellement, on va se baser sur ces accords. Par exemple, et j'ai vu dans la présentation précédente que c'était exactement le même seuil qui a été utilisé pour les particules fines. L'OMS, jusqu'à présent, utilisait un seuil de 10 microgrammes par mètre cube. Alors, il va être révisé à 6 microgrammes par mètre cube, mais on reste pour l'instant sur ce seuil de 10 microgrammes. Enfin, quand on n'a vraiment aucune idée de chiffre précis, on va utiliser la meilleure performance que l'on trouve au sein des pays de l'OCDE en 2015, au début de l'agenda. Alors, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. L'avantage, c'est que ça nous donne un chiffre. Pour chaque indicateur, on est capable de connaître quel était le meilleur pays, enfin les meilleurs pays. Le problème, c'est que dans certains cas, peut-être que le meilleur pays ne faisait pas assez bien. Alors, c'est mieux que rien. Ça nous permet d'avoir une idée de distance et d'avoir un premier objectif. Après, c'est vrai que quand on veut vraiment comprendre une situation plus précise, il va falloir se baser sur d'autres types de travaux. Et c'est un petit peu aussi l'approche que l'on a dans notre rapport, c'est-à-dire qu'on va couvrir 17 objectifs de nombreux domaines, mais la partie de l'OCDE de laquelle je fais partie n'est pas l'experte de ces 17 domaines. Après, naturellement, on renvoie vers les directions qui ont vraiment des compétences plus poussées, qui sortent du cadre des objectifs de développement durable, mais qui permettent d'avoir un regard plus précis. Enfin, il y a une petite 25 indicateurs, cibles, pardon, que l'on ne peut pas mesurer puisque les indicateurs sont plutôt contextuels et il n'y a pas à augmenter ou réduire, par exemple, les recettes publiques en pourcentage du produit intérieur brut. Il n'y a pas de niveau qui soit considéré comme bon, ça va vraiment être un choix politique qui est utilisé. Voilà, après, on normalise, comme je vous l'ai dit, de deux manières. On va avoir une mesure statique, donc là, bon, c'est un petit peu technique, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, la formule qui est utilisée là, mais ça nous permet de convertir un petit peu en distance. Chaque petit point là, que vous voyez est un pays, et le pays gris donc, va être à 5 distances que l'on aura définies comme l'écart type en fait, de la cible. Donc, on va compter, en fait, on va juste mesurer une unité, puis on va compter le nombre d'unités, donc ce pays est à 5 unités standards. En complément de ça, on a aussi une mesure qui est plus dynamique. Donc là, ça va se faire un petit peu en deux temps. La mesure dynamique, dans un premier temps, on va évaluer la tendance. Et alors là, c'est exactement, presque exactement la méthode qui est utilisée en Belgique. D'ailleurs, les travaux, le rapport, la méthode a d'abord été utilisée en Belgique et puis on l'a reprise puisqu'on trouvait qu'elle fonctionnait extrêmement bien. Et donc l'idée, c'est vraiment de voir dans quel sens on va. Est-ce qu'on progresse, est-ce qu'on est stable ou est-ce qu'on régresse? Alors c'est effectivement très puissant comme manière de faire, ça permet d'avoir une vision rapide de la situation. Peut-être le seul problème, c'est que progresser, ça ne permet pas de savoir si on progresse suffisamment ou pas. Est-ce qu'on progresse, mais est-ce qu'on va atteindre la cible ou est-ce qu'on progresse, mais on ne va pas atteindre la cible? Du coup, on fait une deuxième étape qui, là, pour le coup, est un petit peu différente de ce qui est fait. On va utiliser un modèle qui est probabiliste, c'est-à-dire qu'on va on va créer des trajectoires aléatoires, enfin pas complètement aléatoires, hein, qui se basent sur certains paramètres, et voir dans quel cas ces trajectoires aléatoires vont réussir à atteindre les objectifs. Donc là, vous avez un exemple qui est la proportion des sièges du Parlement italien qui est occupée par des femmes. Donc, comme vous le voyez, donc là, depuis les années 2000, donc ça progresse constamment, enfin par saut à chaque élection.
Et à partir de cette tendance, si vous voulez, on va créer des scénarios et on va voir un petit peu combien de ces scénarios atteignent la parité. Donc là, on voit qu'il y en a très très peu, donc ça fait à peine 25%. Donc on va considérer pour ce cas très précis que l'Italie progresse, bien évidemment, mais qu'il est probable que les progrès ne soient pas suffisants pour atteindre les 50%. On estime que c'est suffisant quand les 3/4 de nos scénarios aléatoires permettent d'atteindre la cible, le résultat est suffisant. Donc, maintenant qu'on a toutes ces petites considérations méthodologiques, comment fait la Belgique, comment fait l'OCDE? Je vais commencer par l'OCDE, puisque la plupart des choses que je vais dire ici sont aussi valables pour la Belgique. Donc, la première chose, le premier défi à relever, pour prendre du vocabulaire un peu agenda 2030, c'est ne laisser personne de côté. On voit, et c'est aussi le cas en Belgique, que certaines zones dans lesquelles les distances sont les plus longues, donc comment on voit que la distance est longue, c'est quand la barre ici est courte. Chaque barre représente une cible, qui sont groupées par les objectifs. Quand la barre est très longue, comme ici par exemple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance à parcourir, les pays font en moyenne très bien. Quand la barre est courte, comme ici ou là, c'est qu'il y a encore du chemin à faire et qu'on n'y est pas encore. Le petit anneau extérieur, lui, va nous donner la dynamique. Vert, tout va bien, orange, on progresse mais pas assez, rouge, on ne progresse pas, voire on régresse. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que quand on a suffisamment de mesures, tout ce qui est mesure d'inégalité n'est pas... Il y a encore des progrès à faire. Au cours des dernières décennies, c'est le cas en Belgique, mais c'est le cas dans la plupart des pays de l'OCDE, le taux de pauvreté relatif n'a pas baissé. Il y a encore de nombreuses personnes qui sont considérées comme pauvres en termes de revenus. Il y a beaucoup de groupes, les femmes, les jeunes, les migrants, qui sont confrontés à des défis importants. Et malgré de nombreux progrès qui ont été réalisés pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes, je ne vais pas faire de révélations extraordinaires en vous disant qu'il y a encore beaucoup à faire pour atteindre une égalité parfaite. Le deuxième grand défi qu'on a identifié pour l'ensemble des pays de l'OCDE, c'est les problèmes de confiance. Malheureusement, la confiance dans les institutions baisse et c'est un vrai problème d'adhésion aux politiques. Il est très difficile pour un État de gouverner s'il n'a pas la confiance de ses citoyens. Et il est très difficile pour des citoyens de se sentir pleinement épanouis et en accord avec leurs dirigeants s'ils ne peuvent pas leur faire confiance. J'accélère un petit peu parce que je vois le temps qui file. Le troisième pays, c'est les pressions environnementales. Je vais y revenir en parlant plus précisément du cas de la Belgique. Ouais. Alors, en Belgique, on fait très peu de mesures, ce qu'on appelle agrégées, on va tout regarder ensemble. Là, on a une première manière de faire. Donc, si vous voulez, c'est le nombre de cibles qui sont déjà atteintes en vert foncé, qui sont en voie d'être atteintes, c'est-à-dire qui devraient être atteintes d'ici 2030, qui ne sont pas atteintes mais où la distance est courte, en bleu, et voilà, où la distance est longue mais on progresse en orange, et où la distance est longue mais on ne progresse pas en rouge. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la Belgique est grosso modo dans le premier tiers des pays de l'OCDE. Après, il faut faire attention un petit peu avec ce genre de classement. La Belgique peut être par exemple très en avance dans certains domaines, on y reviendra, notamment sur tout ce qui est économie circulaire, tri des déchets. La Belgique fait partie des pays les plus avancés de l'OCDE, mais plutôt en retard sur d'autres. Encore une fois, on y reviendra, il y a certains secteurs où la Belgique fait plutôt moins bien que d'autres pays. Toujours avec une vision un petit peu agrégée, on peut essayer de comprendre si on fait la moyenne, si vous voulez, la distance moyenne au sein des cibles, où se situe la Belgique. Donc ici, plus vous êtes sur la droite, plus vous êtes loin de la cible. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez du terme des unités standards. Donc là, on est à 2 unités standards, ce qui est considéré comme loin. Ici, à 1 unité standard, ici à 0,5, ici à 0. Donc on considère qu'entre 0 et 0,5, on est proche. Entre 0,5 et 1, on a une distance intermédiaire, et au-dessus de 1, on est loin. Et là, de manière intéressante, on a mis cela en regard avec le nombre de choses que l'on sait, la couverture statistique, si vous voulez. Bien évidemment, quand on a une couverture statistique qui est relativement faible, donc voilà, par exemple, le 17, 13, où on n'a qu'un tiers des données qui sont disponibles, même si on fait très bien, il est difficile de dire si sur les données qu'on ne mesure pas, on fait bien aussi. Donc il y a plus d'incertitudes. C'est pour ça qu'on va considérer très bien uniquement quand il y a une forte couverture statistique et une faible distance, donc il n'y a que le 6. À l'inverse, on va considérer que la performance est plutôt mauvaise, entre guillemets, il y a plus de distance à parcourir, soit quand on ne sait pas ce qu'il se passe, soit quand la distance est importante. Et alors là, vous verrez, et on y reviendra, les 3
objectifs qui ressortent pour la Belgique, c'est le 10 qui concerne les inégalités, le 14 qui concerne les océans, et le 2 qui concerne l'alimentation. Donc là, la roue que vous avez, c'est vraiment la roue de la Belgique. Encore une fois, toutes les données sont disponibles en ligne. Les principaux, bon, comme quasiment tous les pays de l'OCDE, hein, je ne vais pas m'attarder, les besoins fondamentaux, l'accès à l'eau courante, à l'électricité, sont acquis en Belgique. La plupart des outils, des cadres politiques ont été signés, ratifiés par la Belgique. Donc ça, c'est vrai que c'est très peu une question pour l'ensemble des pays de l'OCDE. Après, plus particulièrement en Belgique, tout ce qu'on appelle le bien-être matériel est plutôt élevé. Le chômage est relativement faible, il était à 6% en 2020. La croissance du PIB, la productivité est plutôt modérée, mais quand on la compare avec d'autres pays européens, la Belgique n'a pas du tout à rougir. Et la protection sociale et la redistribution est assez élevée, elle fait partie des systèmes les plus redistributifs d'Europe. Même si, comme je le disais tout à l'heure, il y a peut-être encore des efforts pour réduire significativement le taux de pauvreté. Le deuxième gros point fort de la Belgique, je l'ai mentionné, c'est tout ce qui touche à l'économie circulaire. La Belgique fait vraiment partie des pays les plus en pointe dans ce domaine-là, avec un taux de réutilisation, que ce soit pour compostage, recyclage parmi les plus élevés des pays de l'OCDE, et une exigence en ressources qui est plutôt moins importante que d'autres pays. Enfin, le troisième grand point fort, c'est tout ce qui va être biodiversité et protection de l'environnement. Alors, que les choses soient très clairement dites, il n'y a aucun pays de l'OCDE où la situation de la biodiversité s'améliore. Mais la Belgique fait partie des pays où la situation diminue moins vite que dans d'autres. Et il y a une très forte couverture des zones protégées. On est quasiment atteint les objectifs 2020, qu'on appelle les objectifs d'Aichi pour la protection de l'environnement. Donc, il fallait protéger 17% des terres et 10% des mers. La Belgique a protégé 16% des terres et un tiers de ses zones maritimes. Par ailleurs, quand on regarde un petit peu les endroits, c'est bien beau de protéger, mais il faut aussi protéger les endroits qui sont importants pour la biodiversité. Plus des 3 quarts des zones considérées importantes pour la biodiversité en Belgique sont protégées, que ce soit les zones terrestres, les zones d'eau douce, les zones marines. Maintenant, si on regarde les principaux défis, encore une fois, le premier défi est un défi qui concerne de nombreux pays. C'est ce qu'on appelle les déterminants non médicaux de la santé, qui sont et pareil, c'est quelque chose qui a été mentionné, qui est très lié aux maladies chroniques et aux décès prématurés. Ce sont des choses qui impactent fortement sur les performances de santé des différents pays de l'OCDE. Au premier rang de tout cela, on a la consommation de tabac. Alors, il est vrai qu'elle diminue en Belgique, mais on a toujours un adulte sur 7 qui fume quotidiennement. Il y a tout ce qui est problématique de malnutrition. Alors là, ça ne diminue pas. Comme je crois tous les pays de l'OCDE, l'obésité augmente. Et aujourd'hui, on a 20% de la population qui est considérée comme obèse. Et la consommation d'alcool est à peu près dans la moyenne de l'OCDE. Donc là, il y a peut-être encore quelques progrès à faire pour réduire l'impact sur les maladies cardiovasculaires, mais plutôt comme dans d'autres pays. Une dernière petite chose sur les problèmes qui affectent la santé, la couverture de soins est universelle en Belgique, mais il reste que quand on regarde un petit peu dans le détail, on peut se rendre compte que pour certains groupes de population, l'accès peut être un petit peu plus difficile. Notamment chez les plus pauvres, on se rend compte que les dépenses de santé totale des plus pauvres dépassent les 10% de leurs revenus. Le deuxième défi que nous avons trouvé en utilisant notre étude, c'est les pressions environnementales dues au secteur agricole. Les excédents d'azote notamment, et les pesticides utilisés sur les terres agricoles, ils ont diminué de manière très significative au cours des 2 dernières décennies. Mais la Belgique reste parmi les pays aux excédents les plus importants. Je crois qu'on est à peu près à 2 fois la moyenne de ce qui est observé dans les autres pays de l'OCDE quand on regarde en excédent d'azote par hectare de terre agricole.
L'impact direct sur la pollution marine est évident. La Belgique est aussi un des pays où la pollution aux nutriments, donc sur les eaux belges, est parmi les plus élevées des pays de l'OCDE. Donc la mer du Nord est aussi une zone assez polluée, pas uniquement du fait de la Belgique, naturellement. Le dernier point notable que nous avons noté, c'est ce qui concerne, et encore une fois, ça a été dit dans la présentation précédente, donc je suis assez heureux de voir que nous ne nous contredisons pas trop, va concerner l'éducation et la réduction des inégalités, les deux étant extrêmement liés. Très brièvement, et je vais conclure, un élève sur 5 ne possède pas les compétences minimales en lecture ou en mathématiques, et il y a une relative importance du milieu socio-culturel qui peut expliquer les résultats obtenus par les élèves. Et plus largement, en ce qui concerne les inégalités entre pays, les franchises de droit ne concernent pas toutes les lignes tarifaires. Il y a une bonne moitié qui ont des exemptions. Il y a seulement une moitié qui ont des exemptions pour les pays les moins avantagés. Et le fait pour les migrants de pouvoir envoyer de l'argent dans leur pays d'origine coûte encore relativement cher. Voilà, je vais m'arrêter là. Naturellement, je suis prêt à répondre à toutes les questions. J'espère que vous avez trouvé cette présentation utile. Et n'hésitez pas à vous connecter. Là, si la PowerPoint est disponible, à vous connecter sur les différentes adresses que je vous donne ou à nous contacter directement pour de plus amples informations. Voilà, je rends la parole à qui de droit. Merci beaucoup, Guillaume. Dankjewel, Jean-Maurice, voor jullie boeiende presentaties. Vooraleer ik de vragen aan de verschillende sprekers ga stellen, ga ik even een aantal besluiten trekken uit de werkzaamheden die ons voorgesteld werden. Als ik mijn scherm kan delen. Sorry, ik heb hier een klein probleem. Voilà. Soit. L'étude du Bureau fédéral du plan présente une évaluation donc, nationale des Sustainable Development Goals pour la Belgique. Daar waar de OESO een internationale evaluatie voorstelt voor de OESO en haar lidstaten. Au Bureau fédéral du plan, cette évaluation est faite à l'aide de 51 indicateurs, 3 par objectif de développement durable, et ceux-ci sont organisés non seulement sur la base de ces SDG, mais aussi par composantes sociales, environnementales, économiques et gouvernance, et ce au niveau des indicateurs en tant que tels. De OESO-evaluatie bevat 130 indicatoren die natuurlijk ook volgens de SDG's gerangschikt worden, maar eveneens volgens de 5 P's. People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. Waar deze 5P-analyse wordt uitgevoerd op SDG-niveau en niet op indicatorenniveau. Au niveau de l'évaluation, celle faite par le Bureau fédéral du plan analyse la tendance à long terme en prolongeant les tendances actuelles, et ce, par rapport à des cibles quantifiées pour 26 indicateurs et par rapport à des directions souhaitées pour les 25 autres indicateurs. De OESO bekijkt zowel de afstand ten opzichte van de te behalen doelstellingen als de trend. De beschouwde doelstellingen zijn hierbij altijd cijferdoelen, waarbij deze indien nodig steunen op de resultaten van de best presterende landen. En termes de résultats, cela donne 3 possibilités au Bureau fédéral du plan. Une évaluation favorable, 17 indicateurs sont sur la voie d'atteindre leur objectif. Une évaluation indéterminée, 13 indicateurs sont dans ce cas, ou une évaluation défavorable, 21 indicateurs ne sont pas sur la voie d'atteindre leur objectif d'ici 2030. De evaluaties van de OESO leiden tot 2 types resultaten. Wat de afstand betreft, ten opzichte van de doelstelling, kan deze klein, gematigd of groot zijn. Wat de trend betreft, kan de doelstelling bereikt zijn, de vooruitgang onvoldoende zijn, of er kan geen vooruitgang zijn of zelfs een achteruitgang. Globaal genomen zijn reeds 25 doelstellingen bereikt en zouden er 9 extra bereikt moeten zijn tegen 2030. Na deze samenvatting gaan we nu enkele vragen opnemen uit de chat. Nous allons maintenant reprendre quelques questions du chat pour les poser aux orateurs, mais je vais me permettre de d'abord répondre moi-même à une de ces questions. Les informations sur les indicateurs encore non publiés sur notre site, dont a parlé Jean-Maurice, ne sont pas publiques,
Mais tout comme la liste d'indicateurs qui a été présentée, ceux-ci feront l'objet d'un débat sociétal avec la société civile fin de l'année, comme prévu par le plan fédéral de développement durable qui a été adopté fin 2021. Et ce débat permettra de discuter des meilleurs indicateurs possibles pour mesurer tous ces enjeux, tous ces objectifs de développement durable, parce qu'il est clair qu'en choisissant les indicateurs, on fait quelque part aussi des choix de société qui sont très importants et d'où l'importance d'avoir un débat sociétal à ce sujet. Een première question voor Jean-Maurice. Jean-Maurice, zou je even kunnen uitleggen waarom het beeld voor milieu in onze balans redelijk positief is, daar waar dat in andere studies niet het geval is? Je micro, Jean-Maurice. Ten eerste heeft het te maken met het gebruik van de indicatoren bij de opmaak van de balans. Zoals ik daarnet heb toegelicht, gebruiken wij hier indicatoren op basis van nationale bronnen die zo recent mogelijk zijn en die gebaseerd zijn op nationale gegevens. Ten tweede, in deze balans hebben we natuurlijk een selectie gemaakt van een aantal aspecten van leefmilieu. En die niet alles kan worden opgenomen. Hoe meer indicatoren je dus opneemt en die lijst uitbreidt van de balans, hoe genuanceerder ook de boodschap uiteindelijk zal worden op het gebied van de evaluatie. Ik wil daar ook nog bij opmerken dat bepaalde indicatoren ook beschikbaar zijn op internationaal niveau en een internationale vergelijking toelaten. Maar u moet ook weten, de situatie van België op internationaal vlak in zaken leefmilieu is van een ganz andere orde dan de leefmilieuproblematiek in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden. Dat zou het antwoord zijn op mijn vraag. Waarbij je ook rekening moet houden dat de pendant van de leefmilieuproblematiek, namelijk de sociale problematiek, ja, dat België daar een reeds grote vooruitgang heeft geboekt en op een internationaal niveau daar op een hoog niveau staat. Dankjewel, Jean-Maurice. Guillaume, comment est-ce qu'on peut gérer, donc on constate en fonction des études, en effet, une série de différences de résultats en fonction des indicateurs choisis, entre autres, comme vient de le dire Jean-Maurice. Et donc, la question est comment est-ce que le politique doit gérer ce genre de messages apparemment contradictoires, puisque bien sûr, l'objectif de ces indicateurs est d'inciter à d'identifier les points où il y a des défis auxquels il faut répondre par des politiques. Alors merci. Effectivement, c'est une question qui est très importante. La première chose peut-être à dire, c'est que il y a certaines différences, mais il y a aussi beaucoup de points de rapprochement. Il y a beaucoup de choses où on voit que les différentes études pointent vers les mêmes résultats. Évidemment, aucun homme politique dans aucun pays du monde ne va baser l'intégralité de sa politique sur une analyse ou un rapport. Et là, je pense qu'il est intéressant de confronter les différentes analyses, de les comprendre, d'en discuter, de voir leurs limites, de voir dans quelle mesure chaque étude, chaque choix, et c'est ce qui a été dit par Patricia juste avant, chaque choix, ne serait-ce que le choix d'un indicateur, va avoir une influence sur les résultats finaux. Et donc, je pense que c'est la multiplication des différentes études, enfin votre étude, la nôtre, une certaine dialectique qui va pouvoir exister entre ces différentes études, qui permet aux hommes politiques de comprendre réellement la situation. Et c'est à chacun de nous de faire un certain lobbying et d'essayer de montrer où sont, selon nous, les zones les plus importantes. Et encore une fois, je suis très heureux de voir que de nombreuses zones que l'on considère comme importantes sont aussi des zones que vous considérez comme importantes où il y a des progrès à faire. Jean-Maurice, je zou ik graag willen aanvullen. Oui, je voudrais compléter avec la chose suivante. Une chose très importante, c'est effectivement de confronter ces évaluations, mais c'est d'avoir aussi la transparence la plus complète possible sur la méthode. Parce que justement, c'est dans les petits détails de méthode que parfois se décide une évaluation positive ou négative. Et pour les méthodologues, c'est très important, mais ce n'est pas toujours très compris par le grand public. Ce qui me fait dire
cette deuxième chose, c'est qu'impliquer le public dans tout ceci est aussi très important parce qu'un indicateur doit, par les techniciens, être validé et correct et évalué d'une façon transparente. Mais si cet indicateur n'est pas perçu ou s'il y a par le grand public comme être valide pour certaines problématiques de la société ou que ça focalise simplement sur un aspect ou un détail, alors il n'y a pas toujours une bonne compréhension entre les scientifiques et le grand public. Donc l'implication du grand public, qui est un principe de développement durable, dans ce type de débat est primordial. Je n'ai rien à rajouter à ce qui vient d'être dit, je suis tout à fait d'accord. Merci à tous les deux pour cette réponse. Une autre question pour Guillaume. Est-ce que l'influence de l'évolution des indicateurs d'un SDG sur un autre en termes d'impact négatif, par exemple, ou éventuellement si positif, est-ce que c'est aussi étudié ou pas du tout? Alors, la réponse est peut-être à donner en deux temps. Quand on parle d'influence, il va y avoir deux types d'influence. Il va y avoir l'influence au sein d'un même pays. Par exemple, on sait que la croissance a des effets négatifs sur l'environnement tel qu'elle est, tel qu'elle existe en tout cas aujourd'hui. Ça, nous ne le mesurons pas dans notre étude. Il y a d'autres travaux de l'OCDE qui se concentrent sur ces questions et je pourrais transmettre par la suite les différentes références si ça vous intéresse. Après, il y a un autre type d'influence qui, pour le coup, lui, est mesuré. C'est l'influence d'un pays sur un autre. On peut voir que le développement qui a lieu au sein d'un pays va naturellement impacter le développement des autres pays. Et ça, nous avons certains travaux qui commencent à le mesurer. C'est encore à l'état de travaux de recherche. Il n'y a pas eu de réelle application, mais c'est une direction que l'on commençait à prendre. L'autre type de travaux, donc vraiment les dynamiques existantes entre les différents objectifs de développement durable, est un travail assez complexe. On commence à réfléchir, mais ça demande des modèles vraiment très importants pour comprendre toutes les interactions qui sont multiples et très rapidement, il y a tellement d'indicateurs, on se retrouve avec des situations qui ne sont plus vraiment lisibles, en tout cas à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Ik heb een vraag voor Jean-Maurice. Volgt het Federaal Planbureau ook zeer specifieke indicatoren op voor sommige activiteitssectoren, bijvoorbeeld zoals de industrie of financiële diensten? Ja, voor het Planbureau volgt er een aantal indicatoren op. In het kader van het Nationaal Hervormingsprogramma zijn er een heel reeks indicatoren opgesteld. Die zijn beschikbaar op de website van het Federaal Planbureau. Dus ja, of het specifiek over die financiële diensten opgevolgd worden, daar ben ik onvoldoende over ingelicht. Maar we volgen niet alleen maar de indicatoren op van de balans of die opgesteld door het Interfederaal Instituut voor de Statistiek. Dank u wel, Jean-Maurice. Une réponse offerte dans le chat à la question qu'on a discutée il y a quelques minutes sur l'impact de l'environnement. C'est une suggestion d'une personne qui dit que probablement que la Belgique score relativement bon au niveau de l'environnement parce qu'on ne tient pas compte des effets, entre autres du commerce, en termes de spillover. Est-ce que vous pouvez compléter par rapport à cela? Oui, Guillaume, vas-y, tu as l'air inspiré, plus inspiré que Jean-Maurice en tout cas. Alors, à l'OCDE, on a développé deux mesures différentes. Une mesure qui se concentre uniquement sur les émissions au sein d'un pays, par exemple en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi ce qu'on appelle les émissions importées. Si vous achetez un téléphone en Belgique, il a été construit dans un autre pays et a créé des émissions dans cet autre pays. Donc, si on regarde uniquement les émissions de la Belgique, nous n'aurons pas ces émissions-là. Par contre, si on regarde les émissions de Chine, par exemple, où il a sans doute été produit, on attribuerait toutes ces émissions à la Chine. Effectivement, si on regarde uniquement les émissions nationales, on voit une baisse dans la plupart des pays de l'OCDE. Si on prend en compte les émissions importées, cette baisse est assez relative, c'est tout à fait vrai. Je vous invite à suivre des travaux de la direction de l'environnement qui vont étudier de manière beaucoup plus approfondie ces questions.
Toutefois, il y a quand même des progrès qui ont été faits aussi dans les pays de l'OCDE, notamment des progrès technologiques, des progrès en termes de politique publique forte, et l'Union européenne est très volontaire dans ce domaine-là. Voilà, mais donc c'est une réponse en oui, mais je ne sais pas si Monsieur le Frère souhaite compléter. Oui, effectivement, je suis d'accord avec votre constat, mais je veux quand même aussi rajouter que pour justement mesurer ces spillovers disons les différents types de pollution associés aux matières premières, aux produits importés et exportés après, ça c'est tout un défi méthodologique pour justement mesurer ça. Et là aussi, au niveau des modèles, il y a encore tout un travail à faire et à continuer pour justement bien mesurer ces spillovers et voir où la Belgique peut justement, où la Belgique quelle est la part exacte de la Belgique dans les différents types de pollution, sachant que la Belgique, en fait, est un très, très, très petit pays au niveau mondial. Merci Jean-Maurice. Si je vais me permettre de compléter pour clôturer encore à cette question, que le Bureau fédéral du plan est en train de développer des indicateurs pour essayer de mesurer ces effets de spillover. Voilà, je pense que là, on a déjà dépassé de quelques minutes le timing prévu, donc je vais tous vous remercier pour avoir assisté à ce webinaire. Hartelijk dank voor jullie deelname aan dit webinar en prettige namiddag. Bon après-midi à tous.